essayer de rendre régulier, plus régulier en tout cas qu'actuellement. Rendez-vous qui vient en marge d'un cycle qui existe maintenant depuis plusieurs années, hein, dans le cadre d'un partenariat, plus qu'un partenariat, une vraie fidélité entre l'Odyssée et la BNU, qui s'appelle La BNU fait son cinéma. Il s'agit toujours de faire partager des passions communes autour de films, avec des regards croisés, moi contre en route, et puis des collègues de chez nous à la BNU, souvent d'ailleurs en lien, enfin livre, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, donc cette collaboration ne se résume pas à BNP son cinéma. La preuve, ce soir, nous avons une causerie. C'est souvent aussi l'occasion de prolonger notre offre culturelle, en particulier les expositions, au travers de films aussi, là aussi. Je pense à notre exposition néo-gothique, à l'exposition sur Mishima, mais aussi sur mai 68 en Alsace. Et je crois que c'est pas Oui. complètement terminé. Voilà. Donc je passe tout de suite la parole à Farouk et longue vie à cette causerie. Merci beaucoup, cher Alain. D'abord, je voudrais te remercier, et puis à travers toi, toute l'équipe de la BNU, de ce partenariat qui est un véritable enchantement pour nous, entre la BNU et l'Odyssée. Et c'est un peu dommage que ce partenariat n'ait pas commencé avant, mais donc je souhaite aussi longue vie à ce partenariat, avec des rendez-vous réguliers, au rythme d'une fois par mois, dans le cadre de la BNU fait au cinéma, et de temps en temps de causeries débat, comme c'est le cas aujourd'hui, avec comme titre l'Europe et son cinéma. Alors d'abord, merci beaucoup donc cher Alain. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là. On avait choisi pour le communiqué qu'on a envoyé par mail 2 images de ce très bel auditorium de la BNU, avec une image où c'était plat et une image où c'était vide. C'était volontairement que ça a été choisi, parce que c'est le paradoxe du cinéma européen, qui est en situation minoritaire dans son propre espace. Je souligne tout de suite que par mes sensibilités, par l'engagement de l'Odyssée, on est totalement opposé à tout discours de repliement frileux sur soi, de discrimination et d'exploitation populiste du racisme, comme ça existe, y compris en France. Mais quand nous disons, et quand je vais essayer de vous montrer quel est le poids et l'ampleur de cette colonisation des imaginaires individuels et collectifs à travers le cinéma et dans l'espace européen, ce n'est pas du tout par une dénonciation qui est fondée sur une quelconque forme de xénophobie, c'est la dénonciation d'un monopole, et donc d'un déséquilibre, qui est une opposition qu'il faut faire, d'après nous. Je précise tout de suite que, personnellement, et comme l'Odyssée, nous avons tous une grande admiration pour le cinéma américain. D'ailleurs, actuellement à l'affiche, il y a un cycle qui s'appelle La route 66 passe par l'Odyssée, avec que, à ma connaissance, des films américains, ou qui sont tournés aux États-Unis quand il s'agit de Paris, Texas, et qui est à l'affiche jusqu'au 6 novembre. Et cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre de l'autre manifestation importante qui se déroule à l'Odyssée, qui est Étoiles du cinéma européen, et qui est consacrée à des films soutenus par Henri Mage avec de véritables chefs-d'œuvre, qui est aussi à l'affiche jusqu'au 8 novembre, date de clôture de cette manifestation, avec la présence annoncée de Margaret von Trotta, qui sera là le 7 novembre, et j'espère, qui est très connue, elle, avec un film sur Ingmar Bergman, un documentaire magnifique, à la recherche d'Ingmar Bergman, et j'espère d'une réalisatrice autrichienne qui a beaucoup de talent, et qui s'appelle Barbara Albert, et qui a fait un film qui est à l'affiche aussi, qui s'appelle Mademoiselle Paradis. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à venir voir ces films avec les prix modiques qui sont ceux de l'Odyssée.
Alors, il faut bien voir que dans ce que je vais dire, il y a pour ma part, une revendication totale du projet européen. Le projet européen qui est formidable dans la mesure où, notamment à travers l'Union européenne, mais aussi à travers la coopération intergouvernementale européenne du Conseil de l'Europe, qui est dans une perspective qui a permis de faire reculer les risques de guerre, même si ce n'est pas définitivement, sur un continent qui a été à la source et à l'origine la pire des barbaries au XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, une boucherie infâme, et la Deuxième Guerre mondiale, et une barbarie extrême, notamment avec une boucherie là aussi très forte, mais plus particulièrement quelque chose qui est absolument de l'ordre de l'indicible, mais dont il faut parler, qui est la destruction des populations de confession juive en Europe. Ce phénomène du nazisme a été, évidemment, il s'est développé en Allemagne, mais c'est un phénomène en Allemagne qui a été à son paroxysme, mais qui n'a pas épargné les autres pays européens, à commencer par la France, où il y a eu une politique de collaboration qui a permis de financer 50% de l'effort de guerre américain. Mais revenons au sujet. Je crois que le projet d'Union européenne est quelque chose qui est formidable dans la mesure où c'est un projet qui consiste à faire en sorte que des populations très différentes, très parfois divergentes les unes des autres, eh bien, décident de mettre leur destin en commun. Évidemment, dans l'application, il y a eu beaucoup d'imperfections, et parfois des imperfections scandaleuses. Par exemple, on peut regretter que l'Union européenne, avec tous les moyens qu'elle a, n'a pas été capable de faire une harmonisation des systèmes de fiscalité, ce qui fait qu'il y a ce que on peut appeler fraude fiscale, ou ce que d'autres, de façon assez cynique et pas bien, appellent des optimisations fiscales, alors que si l'Union européenne s'était mise en accord, eh bien, il aurait été possible, et il pourrait être possible encore, d'empêcher cela. Donc ce n'est pas l'Europe de l'argent, du cynisme arrogant et cupide de la financiarisation, mais c'est l'Europe qui doit permettre à des gens de mettre leur destin en commun, que je revendique et que nous revendiquons dans notre projet de l'Odyssée. Et l'exemple le plus formidable des aspects positifs, si vous voulez, de l'Union européenne, eh bien, c'est le programme Erasmus, qui, par rapport à toute la masse d'argent qui est engagée, permet depuis une vingtaine d'années à un peu plus d'1 million d'étudiants, d'aller étudier pendant 6 mois, 9 mois, dans un autre pays européen. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Et de ce point de vue-là, il est important, au fond, que le cinéma qui existe en Europe, et c'est d'une certaine façon l'Europe et la France qui ont été le berceau de sa naissance, avec l'invention des frères Lumière, eh bien, il est important que, en Europe, ce cinéma puisse être un levier et un instrument d'un rapprochement, d'un dialogue culturel entre les populations membres de l'espace européen. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que quand je parle de l'Europe, je parle de l'Europe des 47 pays membres du Conseil de l'Europe, et que il y a là un enjeu, évidemment, qui est, à nos yeux, en tout cas, et à mes yeux, fondamental. En 1995, j'ai eu la chance et le privilège d'accueillir à l'Odyssée, dans mon bureau, Wim Wenders, qui était venu à l'occasion d'un colloque qui avait lieu ou au Conseil de l'Europe ou au Parlement européen, je ne m'en souviens plus maintenant, pour célébrer le centenaire du cinéma, puisque le cinéma, la première projection payante, a eu lieu le 28 décembre 1895, comme tout le monde le sait, dans les salons indiens du Café de Paris, juste à côté de l'Opéra, et que c'est à partir de là qu'a commencé l'aventure du 7e art. Et à cette occasion, il avait dit une phrase qu'il a reprise dans le colloque,
et qui est à mes yeux fondamental et qui est magnifique, je trouve, toujours d'actualité, plus que jamais d'actualité, malheureusement. Il avait dit « L'Europe a plus besoin de son cinéma que le cinéma de l'Europe ». Pourquoi? Parce que le cinéma est une carte de visite, parce que ça permet d'échanger et de comprendre et d'appréhender la manière de penser, la manière de rire, la manière d'avoir peur, la manière d'avoir des espoirs, d'être triste ou de rechercher le bonheur ou de lutter contre l'injustice. Et que, comme le dit cette très très belle formulation, quand il n'y a pas les murs, eh bien le local, c'est l'universel. Et que donc, en découvrant la saveur des sensibilités créatrices à l'œuvre en Europe, eh bien, il y a les bases, de facto, d'un véritable dialogue culturel qui permet d'évoluer. Bien. Et c'est d'ailleurs tout ce qui fonde fondamentalement le sens profond de l'aventure de l'Odyssée, qui a commencé en 1992 avec, je tiens à le dire, un acte miraculeux, puisque une salle qui avait été tuée par les lois du marché, qui s'appelait au départ UT, qui s'est ensuite appelée ABC, est revenue à la vie grâce à la combinaison d'une volonté politique, celle de la ville de Strasbourg, et d'un engagement militant d'une passion, si vous préférez, pour le 7e art, celle de notre équipe des rencontres cinématographiques d'Alsace. Alors, aujourd'hui, le cinéma européen n'est pas en bonne forme. Il n'est pas mais en même temps, il a des atouts et des potentialités qu'il importe de faire évoluer. Et il importe de faire en sorte que le cinéma, la création cinématographique en Europe, puisse s'affranchir d'un certain nombre de pesanteurs pour pouvoir faire en sorte que ce géant économique qu'est l'Europe ne soit pas un géant au pied d'argile, c'est-à-dire qu'il soit dans une dynamique qui rassemble, sensibilise et rapproche les différentes populations qui la composent à travers une conjugaison de leurs imaginaires individuels et collectifs. Alors, je voudrais je vais essayer de développer ça en 3 points. Le premier point, ce sera l'état des lieux du cinéma européen. Le deuxième point, ce sera le poids hégémonique et déstabilisant du cinéma américain et de l'audiovisuel américain. Et le troisième point, ce sera un certain nombre de perspectives que je m'efforcerai d'évoquer. Si l'on commence par faire une présentation de l'état des lieux, des fractures ou des cassures ou des imperfections, des mutilations qui affectent le cinéma en Europe, il serait plus juste que de dire le cinéma européen en Europe. Eh bien, force est de constater d'abord que, en termes de fréquentation, le film européen, c'est le film US. Alors, je répète, il n'y a aucune hostilité vis-à-vis ni du cinéma américain, ni de la culture américaine, ni de la population américaine, ni de la société américaine, qui a des aspects assez formidables et qui a des défauts comme toutes les sociétés. Mais il s'agit de dénoncer le déséquilibre. Ça serait l'hégémonie du cinéma du Vatican. Je serais de la même façon opposé à l'hégémonie, pas au cinéma du Vatican, ou du cinéma du Liechtenstein, avec tout le respect que l'on doit à ces 2 États, puisque là je parle des États et non pas des valeurs spirituelles sur lesquelles ils sont fondés. À l'échelle de l'Union européenne, et le pourcentage est un peu plus bas encore à l'échelle de la Grande Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, pour l'instant 28 pays, peut-être 27 demain, la Grande Europe, c'est-à-dire les pays membres du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire 47 pays,
Et la plus belle définition de l'Europe a été donnée d'ailleurs par Charles de Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Il est connu pour avoir un côté souverainiste, mais il a donné la plus belle définition parce que il n'y a pas de limite géographique fermée, si vous voulez, dans la définition de l'espace européen et donc des imaginaires de ces populations. Eh bien, il faut savoir que le cinéma national, en moyenne, dans les pays de l'Union européenne, depuis plus de 26 ans, et malgré des nombreuses sommes d'argent qui sont investies à travers différents programmes, eh bien, varie entre 25 et, selon les années, et 28% des parts de marché. Donc, je ne parle même pas du cinéma européen, je parle du cinéma national dans les pays européens. La part de marché est de 25 à 28% des spectateurs. C'est-à-dire que un quart des spectateurs européens vont voir des films de leur propre pays en moyenne. Alors si on regarde d'un peu plus près, ça vaut la peine. La France, qui est considérée comme le pays exemplaire, et à juste titre, de la cinéphilie, eh bien en France, la moyenne en 2017 de part de marché des films français était de 37,40%. Donc le reste était à peu près à hauteur de 6%. Les films, ce qu'on appelle reste du monde, y compris les films européens non français, et le reste, c'était le cinéma américain. Si vous regardez le film français, qui est une revue professionnelle de très grande qualité, et qui est une source précieuse d'informations, eh bien, l'édition de vendredi dernier, du 19 octobre 2018, montre que la part de marché du cinéma français est de 34%, 56% pour les USA, et le reste du monde, 10%. Donc, dans le reste du monde, il y a à peu près 5 à 6% qui représentent des films européens, non français, et le reste, c'est des films venus d'autres continents, bien, ou d'autres horizons, plus exactement. Si on regarde les entrées en France de spectateurs, c'est en 2017, et tous ces chiffres, je les ai grâce à une brochure qui est formidable, qui est publiée par l'Observatoire audiovisuel européen, dont le siège est à Strasbourg. C'est un accord partiel du Conseil de l'Europe, et évidemment, c'est une des raisons qui justifie la vocation de capitale culturelle européenne de la ville de Strasbourg. Eh bien, les entrées en France sont de 209,4 millions d'entrées. La production est de 300 films en France, dont 177 sont 100% nationaux, et 45 films sont des coproductions majoritaires. Le nombre d'écrans en France est de 5913. Une remarque, dans les années 50, il y avait aussi à peu près 5400 à 5500 écrans, mais c'était des monosalles. Avec une crise du cinéma, eh bien, le nombre d'établissements cinématographiques a diminué, c'était des monosalles, donc il y avait 5400 cinémas dans les années 50 en France. Aujourd'hui, il y a à peu près 2200 établissements cinématographiques qui représentent des 5913 écrans. Bien. À titre de référence, 1957, après la Deuxième Guerre mondiale, a été l'année du summum de la fréquentation cinématographique, puisque en 1957, il y a eu 460 millions de spectateurs. 460 millions. Aujourd'hui, quand on fait 209 millions, il y a tout le monde qui saute de bonheur au plafond. Je parle parmi les fameux professionnels de la profession dont parle Jean-Luc Godard. Bien. Mais là, on n'est même pas à la moitié des 460 millions. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que la fréquentation a chuté à cause, d'une part, d'une double concurrence, celle de la voiture, d'où les week-ends où les gens partent se promener plutôt que d'aller en famille au cinéma. Et la deuxième concurrence, c'est une affreuse petite boîte qui s'appelle la télévision et qui a fait que les gens préféraient
parfois rester devant la télé à regarder des divertissements plutôt que d'aller au cinéma. À titre de comparaison toujours, ça c'est les grands pays phares, l'Allemagne, qui est aussi un géant économique, bon, en 2017, la part de marché nationale des films allemands était de 23,9%. Pour une production de 247 films, dont 155 100% nationales et 44 coproductions majoritaires allemandes, avec des entrées qui sont de l'ordre de 122,3 millions, donc on est quand même plus bas que à population à peu près égale, à population supérieure en Allemagne qu'en France, et 4803 écrans, bon, donc 1000 écrans de moins. En Italie, la part de marché est de 18,3%, avec une production de 235 films, dont 209 100% italiens. Les entrées, c'est 99 millions, et le nombre d'écrans est de 5298. L'Espagne, 17% de part de marché pour les films espagnols, avec une production de 247 films, dont 120 100% espagnols et 92 coproductions majoritaires. Les entrées, 100,2 millions, le nombre d'écrans, 3625. Le Royaume-Uni, 37,4% de part de marché, production 212 films, dont 130 100% britanniques et 5 coproductions majoritaires. Les entrées, c'est 170 millions et nombre d'écrans, 4309. La Russie, grand pays par sa population, par sa tradition de création culturelle et par son cinéma aussi, eh bien, la part de marché des films russes est de 24,1%, moins d'un quart. La production, c'est 108 films, dont 93 sont 100% russes. Le nombre d'entrées est de 112 millions. Pour 144 millions de population à peu près, et le nombre d'écrans 4793. La Pologne, 23, où il y a une grande tradition cinématographique, Kieślowski, Wajda, Zanussi, j'en passe, et des meilleurs, eh bien 23,4% de part de marché, une production de 71 films, bon c'est à peu près 38 millions de population, et les entrées c'est 56,6 millions, et le nombre d'écrans 1364. Alors évidemment, si on regarde de près, les performances sont en chiffres absolus plus bas, mais en proportion, c'est très honorable pour la Pologne. Et alors, je vais prendre un pays non membre de l'Union européenne, et qui est malheureux, où je suis né, et qui a de moins en moins de chances de pouvoir devenir dans un proche avenir, à l'aune d'une vie humaine, membre de l'Union européenne. Mais en Turquie, la part de marché est de 56, nationale et de 56,5% de part de marché. Pour une production de 148 films, les entrées, c'est 71,2 millions pour 82 millions d'habitants, et le nombre d'écrans, c'est 3013. Alors évidemment, et c'est intéressant de voir que ces 56,5% de marché, d'abord, c'est pour des films qui parfois sont de vraiment qualité enfin, il n'y a pas que en Turquie que les films qui marchent sont de qualité, disons, plus que moyenne, un peu vulgaire même. Mais pourquoi est-ce qu'en Turquie? Parce que c'est des chiffres qui se sont modifiés à partir des années 2003. L'intervention en Irak a créé, aussi bien dans les partis de sensibilité de gauche que les partis de sensibilité droite nationaliste et islamiste, un rejet du modèle occidental que sont les États-Unis, puisque l'Irak est juste un pays voisin de la Turquie, et donc ça a été très mal vécu, et depuis, le marché américain, enfin l'impact du cinéma américain, eh bien, s'est considérablement réduit. Et si on regarde donc au total, eh bien, dans toute l'Europe, c'est de l'ordre de 25%. Union européenne, plus pays membres du Conseil de l'Europe et non membres de l'Union européenne, 25% à peine de part de marché. La production, 2150 films. Les écrans, près de 35 000 écrans. Les entrées, environ 1,3 milliard de spectateurs.
Alors, à titre de comparaison, les USA, part de marché 92 pour les films américains, 92,1%. La production, 821 films. Là où il y a, dans toute l'Europe, 2150 films. Donc on voit bien que la question n'est pas une question de faiblesse de production pour les films européens, mais en tout cas c'est une production qui est moins performante, si vous voulez, en termes d'impact sur le public et sur les entrées. Aux États-Unis encore, sur les 821 films qui sont produits, il y a 432 qui ont un budget supérieur à $1 million, mais surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 112 films qui sont des blockbusters, qui ont un coût moyen de 67 millions de dollars par film. Donc évidemment, il y a des films qui font 100 millions, 150 millions, 200 millions de dollars, mais on va en parler dans la deuxième partie. Quant aux entrées, dans le marché américain, qui contrôle pour ses propres productions cinématographiques 92,1% des parts de marché, eh bien les entrées, c'est 1,217 milliard de spectateurs. Le nombre d'écrans est de 40 393, donc un peu plus, 5 000 de plus environ que sur le continent européen. Si on regarde un autre pays, un grand pays, la Chine, part de marché 53,8%, production 970 films, entrée 1,62 milliard, c'est-à-dire 1,620 milliard de spectateurs. Et si l'on regarde le Japon, 54,9% de part de marché, production 594 films, entrée 174,5 millions de spectateurs pour 3525 écrans. Si l'on prend l'Inde, qui est le premier pays au monde en termes de production, eh bien, en Inde, c'est 93% de part de marché, les films indiens. Enfin, il y a une grande diversité linguistique, donc quant à la production, elle est de 1986, là où en France, la production annuelle est de 300 films, comme je l'ai évoqué avant. Les entrées, c'est 1,980 milliard de spectateurs, et le nombre d'écrans est de 11 209. Donc vous voyez que c'est un peu plus de 100% de plus que le nombre d'écrans en France, mais c'est au moins 9 fois plus de spectateurs. Bon. Et puis l'autre exemple, et le dernier exemple que je donnais, c'est la Corée du Sud. 51,8% de part de marché, production de films 494, entrée 219,9 millions. La Corée du Sud est une population d'un peu plus de 50 millions d'habitants et le nombre d'écrans est de 2575. Donc vous voyez les pays où le cinéma national est majoritaire en part de marché, mais pas de façon écrasante, sauf aux États-Unis et en Inde, eh bien c'est la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Turquie. Partout ailleurs, les films nationaux sont minoritaires sur leur propre territoire. Et pour ce qui concerne la Corée, je voudrais quand même donner un exemple des types de pression, parce qu'il faut bien voir que contrairement à ce que disait un ancien président de la République française, M. Sarkozy, les gens ne vont pas voir des films parce qu'ils sont meilleurs. Ils vont voir des films parce qu'ils sont conditionnés pour les voir. La Corée du Sud, c'est, à mes yeux, d'ailleurs on va commencer au mois de décembre une Xème manifestation du cinéma coréen du Sud, à partir du 5 décembre, pour être précis. C'est à mes yeux le cinéma national, la cinématographie la plus dynamique à l'échelle mondiale. Après, en ne tenant pas compte de l'Inde et des États-Unis. En 1986, ils avaient adopté une loi formidable qui disait que tous les établissements cinématographiques devaient consacrer 176 jours par an, donc un peu plus de la moitié, ou presque la moitié, pardon, à des films coréens. Et à partir de là, il y a eu, en quelques années, un boom dans la création cinématographique coréenne, avec notamment
dans les caractéristiques de ce boom, de ce bond en avant, si on veut, une grande variété des genres. Il y a eu des films populaires, des films d'action, des films d'auteur, Kim Ki-duk, ou d'autres films, et c'est ce qu'il y a de plus impressionnant, de grande qualité, que j'ai eu l'occasion de voir, globalement, n'est-ce pas, à travers mon travail de programmateur de l'Odyssée. En 2006, 20 ans après, il y a des négociations parce que dans le cadre de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, parce que les Coréens veulent aussi un peu plus exporter de voitures, de produits style Samsung, enfin à haute technologie. Et il y a notamment une négociation avec les Américains, parce que c'est le marché américain qui est particulièrement important pour eux. Et dans le cadre de l'OMC, ils arrivent presque à signer un accord, et au dernier moment, les États-Unis disent « Ah, à propos, vous avez cette loi qui fait qu'il y a 176 jours qui doivent être consacrés au cinéma coréen, donc c'est une forme de quota, et nous, on ne peut pas accepter ça au nom de la liberté du commerce. » Et à partir de là, eh bien, heureusement, il n'y a pas la tradition du se suicider au sabre, comme au Japon. Le ministre de la Culture démissionne parce que, à cause de ces pressions économiques, parce que c'est évidemment très important de pouvoir exporter plus de voitures, plus de produits à haute technologie, eh bien, la loi est modifiée et elle descend à peu près à 77 jours par an. Mais heureusement, le pli a été pris, et depuis 2006, eh bien, la part de marché du cinéma coréen reste majoritaire, légèrement 51,8%, mais elle reste majoritaire, et c'est une chose qu'il faut signaler. Il faut signaler là aussi que derrière les discours sur la liberté du commerce, le fait qu'il n'y ait aucune intervention, etc., en réalité, il y a des rapports de force, il y a des pressions. Tout le monde sait que dans ses bagages, n'importe quel président des États-Unis, quand il va dans une visite officielle quelque part, eh bien, il y a le représentant de la MPAA, Motion Pictures, et après j'ai oublié le sens des deux A, c'est-à-dire le représentant des grands producteurs de blockbusters américains, qui est dans ses bagages, et il y a toujours un volet sur l'audiovisuel et le cinéma qui fait partie des discussions bilatérales qui accompagnent évidemment tous les déplacements des présidents américains, comme d'ailleurs de tous les présidents ou chefs d'exécutif du monde entier. Donc, il faut bien voir que ce paysage un peu dévasté du cinéma européen, dans son propre espace, eh bien, il est lié à des rapports de force qui parfois ne sont pas visibles, mais n'en sont pas moins extraordinairement présents et pesants dans toutes les négociations. Alors, parlons un peu de ce géant américain. C'est le deuxième point que je veux aborder. Ce géant américain, je l'ai dit, il produit 821 films, dont environ un peu plus de 400 qui ont un budget supérieur à 1 million. Mais ce qui est vraiment le plus déterminant, ce sont ces 112 films qui sont produits par les blockbusters. Alors, c'est quoi ces blockbusters ? Au départ, c'était les fameuses grandes compagnies de production des USA, ce qu'on appelait Hollywood, à juste titre. Et il y avait 6 grandes sociétés, il y avait Paramount, MGM, Metro-Goldwyn-Mayer, Warner, la RKO, Universal, la Fox, etc. Et aujourd'hui, ça a un peu évolué, évidemment. Mais ces 112 films, à peu près, à 80%, selon les années en moyenne, s'amortissent pour commencer sur leur propre marché. Alors, ce sont des films qui sont produits par des maisons de production, des grosses maisons de production, qui sont une partie de structures intégrées. C'est-à-dire qu'ils dépendent de multinationales ou de grands holdings américains qui, évidemment, pensent que le cinéma,
c'est quelque chose d'absolument indispensable, c'est un mode de vie qui est proposé à travers les films, et donc à travers le succès des films américains, et que ce mode de vie de promotion de la société américaine permet de vendre, d'une part, des produits américains, et permet, d'autre part, ce qu'on peut appeler une véritable conquête des esprits, c'est-à-dire un conditionnement et des habitudes qui sont mises en place. Et donc, à partir de là, eh bien, le test du marché national américain, il est très important parce que il permet de voir quels sont les films qui s'amortissent, c'est-à-dire dégagent des excédents, des bénéfices, autrement dit. C'est-à-dire que ça rapporte plus que ce qu'on a investi dans la fabrication d'un film. Étant entendu que le cinéma, certes, c'est de la culture, c'est de la création artistique, mais c'est aussi une activité économique. C'est d'ailleurs le seul mode d'expression artistique qui soit né avec la révolution industrielle. Toutes les autres formes d'expression artistique majeures préexistent à la révolution industrielle, et le propre du cinéma, eh bien, c'est d'être une industrie, certes, mais une industrie de prototype. C'est-à-dire que même quand vous faites Rambo 47, eh bien, la 47e version de Rambo doit être différente des 46 versions précédentes. Autrement dit, vous ne pouvez pas produire en série comme des savonnettes ou des voitures les films. Et donc, de ce point de vue-là, on sait parfaitement que au départ d'un film, on peut en savoir le coût de production, mais on n'en connaît jamais à l'avance la valeur. La valeur, ça dépend justement des ventes qui sont occasionnées à l'occasion de la sortie, de la diffusion d'un film. Ça, c'est valable partout, évidemment. Et donc, quand vous avez des grosses maisons de production, eh bien, elles peuvent se lancer dans une stratégie de production. Quand vous en avez une dizaine aujourd'hui aux États-Unis, ils peuvent produire une dizaine de films par an, en disant que, sur les 10 films, ce qui est important, c'est qu'il y ait 6 films qui réussissent, qui dégagent suffisamment de bénéfices pour amortir, premièrement, les éventuels échecs des 4 autres films, et pour dégager une marge supplémentaire par rapport à l'ensemble de l'investissement qui a été consenti. Et donc, c'est évidemment pas grave si on a 4 films qui sont des fiascos commerciaux. Je ne parle pas de la qualité des films là, mais si avec 6 films, d'ailleurs c'est pas grave s'il y en a que 3 qui sont hyper excédentaires, du moment que les excédents des 3 couvrent et dépassent le coût de fabrication de l'ensemble des 10 films, n'est-ce pas? Mais évidemment, c'est mieux d'avoir plus de films, parce qu'on pourra plus vendre après coup de films. Et c'est la raison pour laquelle les maisons de production sont dans des structures intégrées aujourd'hui. Parce que même si, par malheur, une année, il y a 90% des films qui sont éventuellement des fiascos, eh bien, les autres bénéfices de la holding ou de la multinationale dont dépend cette société de production ou à laquelle est rattachée cette société de production, eh bien, on a les moyens, les reins assez solides, en quelque sorte, pour pouvoir amortir le déficit. Alors, une fois amortis sur leur marché national, ces films vont se lancer à la conquête du monde. Et donc, ils vont se retrouver dans les principaux marchés cinématographiques, où il y a beaucoup de spectateurs. Évidemment, on ne va pas mettre l'essentiel pour vendre dans un pays de 5 millions d'habitants. Ça, on pourra le vendre, mais ce qui est important, c'est des pays à haute fréquentation de spectateurs. La France en est un exemple, 209 millions. Eh bien, on va tout faire pour qu'il y ait une promotion. Et à ce moment-là, on arrive dans une situation de concurrence déséquilibrée et inégale, puisque les grosses ou les supposées grosses productions nationales du pays français, par exemple, eh bien, vont être en concurrence avec un film
américain qui s'est déjà amorti sur son propre marché et qui a donc dégagé des marges pour pouvoir investir dans la promotion. Aujourd'hui, quand en France, il y a, on a dit, presque plus de 5900 écrans, quand vous avez un film qui sort dans une combinaison de 120 copies, 200 copies, 400 copies, eh bien, ça signifie que il y a pratiquement 10% des écrans qui sont occupés par un seul film. Et que donc, s'il y a la même semaine un film à gros potentiel national qui sort, eh bien, lui, il n'a peut-être pas les moyens, il a le plus souvent pas les moyens de sortir avec 400 films. Évidemment sur son propre marché. Et lui, il n'a pas de budget de promotion, puisqu'il est en train de chercher à amortir son coût de fabrication, là où l'autre concurrent a déjà amorti son coût de fabrication et a pu dégager des marges pour pouvoir utiliser une partie de ces marges dans une promotion spectaculaire. Alors si vous voulez des exemples, que ce soit La Guerre des Étoiles, que ce soit Les Seigneurs des Anneaux, enfin, que ce soit... parce qu'en plus, il y a aussi des films qui sont maquillés en coproduction avec le Royaume-Uni, où les producteurs bénéficient de ce qu'on appelle des exonérations fiscales. Eh bien, évidemment, c'est un jeu qui n'est pas à armes égales. Et économiquement, donc, le matraquage, allez, c'est peut-être un mot trop engagé, mais disons, les moyens de promotion qui sont mis en place sont sans commune mesure avec les moyens que peut convoquer le producteur ou que peuvent convoquer les producteurs des films nationaux à haut potentiel déclarés. Et donc vous voyez que c'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont une capacité de promotion qui est plus forte que ces films arrivent à s'imposer. Quand vous avez un film qui sort avec 400 copies, qu'il y a 30 autres films qui sortent au même moment, eh bien vous pouvez voir sur 5000 écrans combien vont se répartir les 30 ou 35 autres films qui sortent au même moment d'écran. Ça va être une compétition entre eux, alors qu'il y en a déjà 400. Dans le cas où il y a 400, parfois il y a 1000 copies qui sortent pour des Walt Disney. Donc quand un film occupe près de 20% des écrans, eh bien ça laisse une part beaucoup plus réduite pour l'ensemble des autres films. Voilà. Donc ça c'est une chose qu'il faut savoir. Je dis au passage que la programmation de l'Odyssée, c'est 63% de films européens. Si on enlève les films français, c'est 51% en moyenne sur les 26 ans d'existence de l'Odyssée de films européens non français. Alors que ces films représentent 5% à l'échelle de la France entière de part de marché, nous sommes 10 fois à contre-courant du marché, des tendances majoritaires du marché, de ce qu'on appelle le mainstream. Bien. Donc ça, c'est une chose qui est importante à voir. Maintenant, à partir de là, on voit que ces films, d'une part, s'amortissent sur leur marché national et que d'autre part, ils se jettent à la conquête. Donc il y a une centaine de films, beaucoup moins en réalité, 80 films, qui chaque année captent l'essentiel des parts de marché dans les cinémas des autres pays qu'ils ont décidé de conquérir avec des moyens totalement inégaux et totalement déséquilibrés par rapport à ça. Alors, ils ont trouvé les recettes aussi, parce que, au fond, le cinéma est un divertissement, et personne n'est obligé d'aller voir des films pour dire « Ah oui, je vais voir des films parce que je veux soutenir la création cinématographique en Europe. » Non, je vais voir des films parce que je pense que c'est important de pouvoir se divertir. Je veux passer un bon moment. Et les films américains, il faut dire qu'ils ont un atout qui est considérable, c'est qu'ils ont les techniques, ils ont les moyens pour pouvoir avoir des recettes, si vous voulez, pour réduire la part de risque qui est inhérente à cette production de prototypes. Donc on sait qu'il y a des recettes, des stars,
On sait qu'il faut qu'il y ait un peu d'action, on sait qu'il faut qu'il y ait du sexe, de la violence, des courses de poursuite en bagnole, et pas deux types qui discutent devant un tracteur en disant voilà nos problèmes d'agriculteurs c'est... Et donc ainsi on crée une image de marque. Si par exemple je suis fier au nom de l'Odyssée d'avoir programmé plusieurs films albanais, mais quelle est l'image de marque du cinéma albanais auprès des spectateurs? Encore un film albanais, il va y avoir des ouvriers agricoles avec leurs tracteurs ou leur voilà, c'est la joie. Toute la semaine, j'en ai bavé, mon patron m'a enquiquiné, je dois payer les impôts, je dois faire ces taxes. Au moins, je vais dépenser de l'argent et que j'en ai pour mon argent. Donc, il y a de l'action, de la violence, du sexe, et au moins, j'en ai eu pour mon argent, pour mon fric, pour mon flouze, comme on dit vulgairement. Donc, ça, c'est un point qui est important. Alors, il faut savoir que aux États-Unis, pour cette optimisation, eh bien, ils ont les moyens grâce aux structures intégrées. C'est 112 films qui sont produits, dont environ 80 films se lancent à la conquête du monde, après s'être amortis et avoir fait dégager des excédents. Ils ont trouvé le moyen, c'est de dépenser un argent formidablement important dans ce qu'on appelle le développement, c'est-à-dire le travail scénaristique. Il y a des gens, il y a plusieurs versions de scénarios qui sont faites, refaites, repensées, etc. 10% du coût moyen que j'ai évoqué avant, de 67 millions de dollars au minimum, eh bien 10% sont utilisés pour faire en sorte qu'il y ait ce développement, c'est-à-dire un travail d'écriture, de réécriture, de peaufinage en quelque sorte, d'optimisation du scénario, de réservation des localisations des lieux où ça va se tourner, et donc c'est considérable. Comparons, en France, le coût moyen d'un film est de 28 millions d'euros. Donc on est loin des 67 millions de dollars. En France, ce qui est investi dans le scénario, je parle de la création cinématographique, je ne parle pas des séries télévisées. Ce qui est consacré au scénario, c'est à peine 2% du coût total. 2%. Dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, c'est 1%. Et il y a des pays où c'est 0,5, 0,4%. Alors, il est évident que si vous ne pouvez pas payer un métier de scénariste, eh bien, les conditions d'écriture et de peaufinage, de sculpture scénaristique, on pourrait dire, eh bien, seront beaucoup plus fragiles que pour la fabrication et la production d'un film produit par des blockbusters américains, ce qu'on appelle Hollywood, aujourd'hui encore. Alors, ça, c'est une chose qui est importante. Et à partir de là, il faut savoir que l'exportation de films, c'est le deuxième poste d'exportation des USA. Après les exportations, un peu loin derrière, mais c'est le deuxième poste d'exportation des États-Unis, après l'exportation d'armes. Donc vous voyez que c'est un enjeu économique et géostratégique qui est fondamentalement important. Voilà, ça c'est une chose qu'il faut rappeler. Mais pour aller encore plus loin, eh bien, dans le cadre de ces structures intégrées, eh bien, les États-Unis ont su, l'industrie américaine cinématographique, et ceux qui contrôlent cette industrie, c'est-à-dire les holdings et les multinationales que j'ai évoquées avant, eh bien, ont su faire dégager des pôles qui maîtrisent et dominent ce qu'on pourrait appeler les réseaux de diffusion de ces films. D'abord aux États-Unis même, et à partir de là, dans le monde entier. Alors, c'est un article qui était daté du 7 octobre de cette année, dans le supplément économique du Figaro, qui donne des précisions qui sont fondamentalement importantes. Il y a aujourd'hui, donc là maintenant, ça s'est constitué, c'est tout neuf,
en quelque sorte la constatation de cela. Le processus, lui, date depuis plus d'1 an, évidemment. 3 grands pôles de diffusion cinématographique aux États-Unis. D'une part, il y a le pôle Walt Disney, qui a investi en 2017-2018, enfin sur 12 mois, depuis mi-17 jusqu'à à peu près le premier semestre 2018, quelque chose comme 71 milliards de dollars pour acheter la Fox, qui ne s'appelle plus la 20th Century Fox, mais qui s'appelle la 21st ou 21st Century Fox, le 21e siècle, et donc avec la Fox, un catalogue de films qui est considérablement important. Donc ça, c'est un grand pôle. Parce que ce qui est important, c'est que non seulement on fabrique des films dans les meilleures conditions, les plus optimales possibles, mais c'est qu'on ait aussi à sa disposition aux États-Unis, comme dans le reste du monde, un réseau de capacité de diffusion de ces films. Le deuxième grand pôle qui s'est constitué, c'est, je parlais de multinationales, ATT, ancienne ITT, qui avait financé le coup d'État de Pinochet contre Allende en 1973, et qui en fait est issu de la société de Alexandre Graham Bell, qui était l'inventeur du téléphone, comme vous le savez. Eh bien, ATT a absorbé pour 85 milliards. C'est-à-dire là aussi, les autres avaient investi 71 milliards, ils ont investi 85 milliards de dollars pour acquérir la Warner Media et tout son catalogue de films. Donc, on a de quoi, du contenu, pour le contenant. La diffusion étant en quelque sorte comparable à la robinetterie, si vous voulez. À quoi vous sert une robinetterie sophistiquée si vous n'avez pas de fluide à faire passer dans les tuyaux de cette robinetterie? Donc, ils constituent le deuxième pôle à côté de Walt Disney. Et le troisième pôle, c'est une structure qui s'appelle Comcast et qui a absorbé pour 39 milliards, qui a déjà un certain nombre de producteurs comme Universal, etc., dans ses tiroirs, mais qui a absorbé pour 39 milliards Sky, qui est un autre système de robinetterie, si vous voulez, de diffusion de fluide, et qui a notamment un pied qui est britannique et qui a un pied en Europe. Donc ça, c'est important d'avoir une ramification pour pouvoir se développer en dehors des États-Unis et pour pouvoir alimenter aussi la diffusion des films. Alors, ça, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, je voudrais juste faire un petit arrêt sur image, parce que l'économie du cinéma, elle est apparue à partir de 1907. Jusqu'en 1907, on avait trouvé une invention, le cinématographe, les frères Lumière, mais on ne savait pas comment faire de l'argent avec. Au point que il y avait une déclaration célèbre d'un des frères Lumière, j'ai oublié si c'était Auguste ou lui, qui disait que le cinéma est une invention qui n'a pas d'avenir. Non pas sur le plan de ses performances techniques, mais qui n'a pas d'avenir du point de vue économique. Comment peut-on générer des recettes à partir du cinéma? On se posait la question, parce que jusqu'en 1907, les films étaient diffusés pas dans des salles de cinéma, mais dans 3 lieux différents. Je commence ensuite par le plus folklorique, mais pas le plus important du point de vue économique, mais du point de vue de l'imaginaire, il n'est pas négligeable, c'était les maisons de rendez-vous. Donc c'était pas des images pieuses qui étaient diffusées. Deuxième endroit, c'était les brasseries, où on tendait un drap, et puis il y avait un monsieur au piano, un autre avec un violon, et puis il y avait un déblatéreur, où on faisait passer des images, et le déblatéreur, il expliquait le sens de ce qui se voyait sur l'écran du drap dressé.
Et le troisième lieu, c'était les cirques ou Luna Park, où il y avait le chapiteau, à côté du chapiteau de la femme à barbe, ou avec le rhinocéros, qui était complètement le pauvre, démoralisé, abruti, et puis qui avait du mal à respirer. Eh bien, il y avait le chapiteau où on projetait des films. Mais comment peut-on gagner de l'argent? Est-ce que c'est en vendant de la pellicule au kilomètre? Est-ce que c'est en vendant les projecteurs? Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'invention de la salle de cinéma par un Français, Charles Pathé, a lieu en 1907. Et cette fois, on dit, eh bien, on va créer des lieux qui seront affectés à la monstration, si vous voulez, de films. Et chaque fois que les gens voudront voir le film, ils devront payer. Tu as payé, oui, mais j'ai payé une fois. Ben, tu repayeras une seconde fois s'il y a des choses qui t'ont échappé ou si le film t'a beaucoup plu et que tu veux le revoir. Bien. Et à partir de là, s'engage une économie du film qui est articulée en 3 points. Premier point, c'est l'exploitation cinématographique. On exploite le film. C'est un mot que j'aime pas du tout, c'est pour ça que je récuse la définition de directeur programmateur et du fonctionnement de l'Odyssée comme une exploitation. Bon. Mais c'est pour exploiter, faire engendrer des recettes, générer des recettes, en disant aux gens, vous payez, etc. Et pour cela, on va créer des cinémas qui doivent échapper à l'image de divertissement vulgaire et populaire qui collait à la peau du cinéma à cause des Luna Park, à cause des brasseries, à cause des maisons de rendez-vous aussi. Et donc, il y a beaucoup de cinémas qui ils se sont appelés au départ, théâtre cinématographique. Ça, c'était pour faire plus noble, divertissement plus noble, moins vulgaire, et théâtre cinématographique. Et certains, comme l'ABC, c'est-à-dire comme l'UT, c'est-à-dire l'actuel Odyssée, avec balcon, avec un rideau, avec un cadre de scène, pour faire comme au théâtre. Mais ça n'a jamais été un théâtre, l'Odyssée, ou plus exactement l'UT. Bien, ça c'est un point qui est important. Et à partir de là, eh bien, les exploitants, comment ils fonctionnaient? Ils disaient, bon, ben moi je prends un film, je l'exploite une semaine, ou si ça marche vraiment bien, 15 jours. Bon. Et au bout de 15 jours, il faut que j'ai un autre film. Alors comment faire pour avoir un autre film? Eh bien, nous, les salles, dans une région ou dans une localité, nous, les salles de cinéma, eh ben, on va collecter notre argent, on va le rassembler et on va aller voir un distributeur. Et on va lui dire, voilà, ben, nous, on veut pour l'année en cours, voilà l'argent qu'on met dans le pot, et nous voulons, s'il y a 52 semaines par an, et si on veut, mettons, 25 films, eh ben, on veut 25 films. Et on invente le star system, c'est-à-dire des gens qui viennent, c'est-à-dire des films qui sont fondés sur l'utilisation d'actrices et d'acteurs, alors que c'est la chose, enfin, quand je dis la chose avec tout le respect qu'on doit pour les interprètes de cinéma, mais qui est la moins indispensable. Quand vous voyez un film d'animation, et le fait de savoir que c'est Chabat ou que c'est Jean Reno qui fait le doublage, c'est peut-être un petit facteur, mais c'est pas ça qui est décisif. Pour aller voir Jolie, Walt Disney, Bambi ou que sais-je d'autres, et avoir beaucoup d'émotions, ou Alice au pays des merveilles, bon, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et à partir de là, eh bien donc, on fait en sorte que il y ait des stars. Donc les gens qui sont aimés par la caméra, c'est-à-dire qui sont très photogéniques ou cinégéniques, si vous voulez, qui présentent bien à l'écran et qui attirent l'attention du public. Et on va même entretenir des histoires. Hein, elle a une histoire d'amour avec un tel, lui, il a une histoire d'amour avec une telle. Enfin bref, je vous renvoie au toujours d'actualité, beau livre de Edgar Morin qui s'appelle Les Stars. Voilà, qui parle de tout ça avec brio et une actualité qui est toujours présente. Et puis aujourd'hui, ça s'appelle Tom Cruise, la star, quoi, si vous voulez, ou Julia Roberts, ou des milliers d'autres noms qui sont très très bien payés parce que c'est eux qui drainent
l'intérêt du public. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on n'allait pas voir un film de tel ou tel réalisateur, on allait voir un film de Cary Grant, de Brigitte Bardot, de Jean Gabin, etc. Et donc, sur cette base, on développe le Star System. Et puis, évidemment, on va essayer d'améliorer les conditions de projection. Donc on passe au sonore. Ça s'appelait le sonore, le chanter et le parler. À partir de 1928, aux États-Unis, c'était la Warner qui, pour se sauver de la faillite qui l'a menacé, produit le chanteur de jazz, et ça devient bon. Et après on va améliorer, on va mettre la couleur dès 1939, autant n'emporte le vent. Et puis ça va se développer de plus en plus après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis on va passer des écrans plus grands. On va même faire l'expérience du cinéma relief dès les années 50. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on parle de 3D, on donne les lunettes, etc. Mais ça n'avait pas marché, et ça n'a pas marché non plus, le 3D. C'est-à-dire que ça trouble la vue quand on sort, c'est plus difficile de conduire quand on sort du film, je veux dire. Au parking, peut-être qu'on se cogne contre une des poutres en béton du parking, en disant oui, ma voiture, mais, bref, c'est pas aussi concluant que ce qu'espéraient ceux qui étaient à la recherche de money, comme le chante Liza Minnelli dans de très beaux cabarets. Et puis on va faire le panoramique, le son stéréo, le Dolby, bref. Et demain, ça sera probablement les fauteuils qui, alors c'est déjà expérimenté dans plusieurs endroits, les fauteuils qui tremblent. Donc quand il y a un tremblement de terre qu'on voit à l'écran, on a l'impression et ça sera des écrans incurvés à presque 180 degrés d'angle, n'est-ce pas, pour être encore plus absorbé par l'écran, et pour que les images, c'est-à-dire les formes, les couleurs qui défilent sur l'écran, investissent l'écran d'une fictive profondeur. Bien, ça c'est l'objectif qui est visé, c'est les moyens qui sont requis pour avoir une espèce d'addiction, mais c'est une addiction sympathique, du spectateur au déploiement filmique. Et puis, mais cette économie, les exploitants vont voir les distributeurs disent d'accord, tu me donnes telle somme d'argent, tout de suite je mets de côté 10% pour ma marge, et moi, ce qui reste, je vais aller voir un producteur, je lui dis écoute, là il faut un film d'action, là il faut un film de mélodramatique, une histoire d'amour, une histoire de poursuite, etc. Et le producteur va tout de suite mettre 10% de côté, et après il va faire le film, il va le donner au distributeur, qui va le louer aux exploitants, les exploitants vont le vendre. Donc on crée de la sorte un système qui fonctionne. Sauf que, avec l'évolution de la société, notamment la voiture et la télévision que j'ai évoquées avant, le cinéma en salle va connaître une crise. Il ne va pas disparaître, il ne disparaîtra jamais, parce que c'est une expérience trop unique et trop formidable que d'être seul à plusieurs face à un film, plutôt que d'être en survêtement, se gratter le nombril et puis se goinfrer de chips. Cela dit, dans les salles de cinéma, sauf à l'Odyssée, on peut se goinfrer de pop-corn et d'autres confiseries pour voir un film. Mais puis on fait arrêt sur image, ou on va aux toilettes, puis après on revient. C'est pas la même chose, évidemment. Mais c'est aussi une commodité qui a concurrencé la fréquentation cinématographique de façon indiscutable. Et donc, à partir de là, les films vont essayer de se vendre en dehors du territoire national. Et donc, à partir de là, il va y avoir des stratégies commerciales pour pouvoir étendre le réseau de ramifications au-delà des frontières nationales, à l'échelle internationale la plus large possible. Et c'est la raison pour laquelle on va se mettre en place vont se mettre en place des paliers. Il y aura la sortie du film en salle dans le pays, la sortie du film en salle dans d'autres pays où il aura été vendu, ensuite la sortie du film dans les
sur les écrans de télévision, et auparavant peut-être la sortie du film sous forme de cassette, VHS, et puis aujourd'hui de DVD. Et à cela s'est rajouté, évidemment, une démultiplication supplémentaire des fenêtres avec la toile Internet, évidemment. Et ça me permet de fermer cet arrêt, de faire mettre un point final pour l'instant à cet arrêt sur image, et de dire qu'à côté de ces 3 pôles de diffusion, eh bien, vous avez également 3 pôles pour lesquels, donc, au total, il y a 200 milliards de dollars qui ont été investis entre mi-2017 et mi-2018, n'est-ce pas, pour la construction de ces 3 pôles. Eh bien, il y a également un réseau considérablement, économiquement, d'une puissance extraordinaire, au point même que cette puissance a une dimension totalitaire, il faut bien le dire. C'est le réseau Internet. Et là aussi, il y a 3 grands opérateurs, 3 pôles, si vous voulez. Le premier, c'est Apple. Apple qui représente 1000 milliards de capitalisation boursière. Et donc, évidemment, si on veut que Apple puisse diffuser et donc aussi vendre ses appareils, puis ses iPads, ses téléphones, iPhone, etc., eh bien, ils ont besoin que cette robinetterie magique du téléphone, eh bien, puisse accueillir des contenus. Bien. Et demain, par exemple, peut-être même la possibilité d'avoir des écrans Internet, pas seulement sur l'ordinateur, mais sur sa montre. Alors évidemment, je ne sais pas comment les gens vont regarder un film sur leur montre, mais c'est en train d'être expérimenté aussi. Donc Apple, 1000 milliards de capitalisation boursière. Donc évidemment, on n'est pas dans la plaisanterie, on est dans du sérieux lourd, là, évidemment. Et puis Google, le deuxième opérateur, qui est très important, puisque lui représente 800 milliards de capitalisation boursière. Google, bien. Demain, ça sera peut-être Facebook et Amazon, mais bon, pour l'instant, c'est déjà les fameux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, il y en a déjà 2, qui contrôlent de façon considérable les choses. Alors après, vous venez, vous, avec un film qui est formidable, mais si il n'est pas pris en charge par une de ces ramifications mises en place par les structures intégrées que je viens d'évoquer, il a beau être le chef-d'œuvre du siècle, voire du millénaire. Quelles sont les possibilités? Il sera vu par des gens qui sont suffisamment sympathiques, valeureux, fous, pour venir voir des films à l'Odyssée, par exemple, ou dans d'autres lieux, comme l'Odyssée, un peu partout dans le monde, étant entendu que malheureusement l'Odyssée est un peu trop unique, mais moi je souhaite que ça puisse être diffusé ailleurs aussi, l'expérience de l'Odyssée. C'est pour ça que je milite pour le cinéma en tant qu'art. Et puis le troisième pôle de ces réseaux Internet, eh bien c'est Netflix. Alors lui, il est un peu moins fort. Netflix, c'est 150 milliards de capitalisation boursière. Alors je trouve très bien, par exemple, l'initiative de maintenant l'ancienne ministre de la Culture, Madame Nyssen, de dire il faut donner un capital de 500 € par étudiant. Bon, mais évidemment, si l'étudiant utilise à hauteur de 100 €, je crois, par an, s'il utilise déjà quelque chose comme 90 € à hauteur de 9 € par mois, n'est-ce pas, 90 € pour un abonnement Netflix, c'est bien. Mais en fait, c'est drainer un public innocent au départ vers l'alimentation et la consolidation de ces immenses machines à pouvoir totalitaire et au risque que ces innocentes personnes aux têtes blondes, permettez-moi cette image, moi qui n'ai aucun réseau capillaire et qui en plus n'a jamais été blond, quand il avait des cheveux, eh bien, c'est bien, mais en même temps, c'est pas le summum de la perfection. Il faut quand même le dire. Cela. C'est des enjeux, économiques. Et c'est là qu'il faut avoir une vigilance absolument indispensable. Alors Netflix, dont je parlais, il a une particularité, c'est que lui, il fait
au lieu de mettre la main, puisqu'il a un réseau maintenant d'abonnements à Netflix qui est très fort aux États-Unis, mais qui se développe aussi beaucoup dans d'autres pays. Je le vois avec ma fille qui a un abonnement Netflix, et puis hop, et pour la première fois, elle était à Strasbourg, et j'ai pu voir d'ailleurs un film qui est un très beau film que je vais montrer à l'Odyssée, mais qui s'appelle coréen d'ailleurs, qui s'appelle Okja. C'est le réalisateur qui a fait The Host, qui a fait Murder Memories, deux films qui ont été montrés à l'Odyssée. Mais alors, elle va plus au cinéma. Un petit problème, ou plutôt une plage de temps libre. Hop, Netflix. Voilà. C'est réel. Cela dit, ça ne veut pas dire. Je n'invite absolument pas à boycotter Netflix ou Google ou Apple. Mais le problème, c'est de faire en sorte que on puisse, de façon maîtrisée et affranchie, utiliser les possibilités nouvelles, sans exclure ou condamner d'autres possibilités plus anciennes, mais qui ne sont pas forcément moins valeureuses. Donc c'est une politique de choix à la carte, et non pas des menus tout faits. C'est-à-dire, si tu prends ça, tu as ça comme entrée, ça comme plat de résistance, ou ça comme deuxième plat de résistance, ça comme fromage, et ça comme dessert. Et si tu n'es pas content, tu te tires. Et il vaut mieux que tu te tires après avoir payé. C'est trop. Encore une fois, est-ce que nous sommes une demande solvable qui se laisse avec plaisir violenter, avec plaisir par la grâce de l'addiction, ou est-ce que nous sommes des citoyens libres qui maîtrisons le déploiement de notre destin? C'est à chacun et à chacune et à chacun d'entre nous de le décider. Donc vous voyez que Netflix, ils achètent leurs propres réalisateurs. Ils font quelque chose qu'avait essayé un homme d'affaires en France, qui s'appelait Bouygues, Papa Bouygues, qui est une grande société de BTP, bâtiments, travaux publics, comme on dit, et qui avait créé en 2000 une société qui s'appelait Sibi. Alors il avait fait ça à l'homme d'affaires en disant, bon, donnez-moi les 20 derniers prix les Palmes d'Or de Cannes, trouvez-moi les réalisateurs qui sont en vie, et il leur avait envoyé un émissaire en avion privé en disant, voilà, moi je vous donne une somme d'argent considérable pour l'époque, et vous faites, et c'est comme ça que Jane Campion a fait des films, et après, il a financé des festivals, et évidemment, il y a eu des films de ces gens-là qui étaient de très grands films. Jane Campion est une immense réalisatrice, mais c'est eux qui ont été primés, ces films-là, parce qu'ils avaient l'appui de grosses structures. J'ai rien contre les gros non plus, vous comprendrez, de grosses structures économiques qui avaient un pouvoir à caractère totalitaire également. Bien. Et ça m'amène, troisième point, et dernier point, et après je mets... quelle riposte européenne? Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est d'être vigilant sur le fait que le cinéma, certes, c'est une industrie, mais c'est aussi, et d'abord, un art. Alors j'ai oublié de dire, mais ça, s'il y a des questions, j'y répondrai après, que à côté de la production filmique, tous ces réseaux, ces structures intégrées, investissent un argent fou dans les séries télévisuelles. Et là, et donc je ne sais pas combien d'entre vous ici présents voient de séries, mais sur Netflix, vous pourrez voir des séries qui, en plus, sont des séries formidables. Mais justement, la série, c'est de créer, l'objectif de la série, c'est de créer une addiction. C'est de faire en sorte que, et pas forcément que des Homeland. Bon, Homeland, il y a saison 1, 2, 3, 4, 5, bon. Et on peut multiplier les autres choses. Les autres exemples, je veux dire. Mais y compris en Europe, c'est pas forcément, par exemple, Netflix a sorti une série qui, moi je l'ai pas vue, mais dont on me dit le plus grand bien, c'est Casa del Papel, Maison de papier, espagnole, qui est formidable, qui est une série qui mérite d'être vue. Le jour où vous voulez pas aller exceptionnellement,
j'espère, à l'Odyssée, vous pourrez voir sur Netflix ou par les moyens que vous kidnappez quelqu'un et puis vous faites le chantage. Je ne libère cette personne que si on me donne la possibilité de voir tant d'heures sur Netflix. Ça, c'est vous qui choisissez les moyens. Alors, face à cette situation étouffante, déséquilibrante, déséquilibrée, monopolistique, hégémonique, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le combat qui avait été mené en Europe était exemplaire et qui a commencé dès 1993 et qui est propre à la France. C'est d'abord de revendiquer la diversité culturelle. La diversité culturelle, ça veut dire que je vois le plus possible de choses différentes et c'est moi qui choisis. C'est pas on me propose, mais une structure intégrée, parce qu'elle a le pouvoir de promotion et de créer de l'addiction, ne doit pas m'imposer. Je dois être quelqu'un d'affranchi. Je ne dois pas être un simple consommateur. Bien. Mais je dois être un citoyen libre de choisir et qui veut vivre en permanence l'aventure de la découverte. Eh bien, la diversité culturelle, c'est l'objectif. Et le moyen pour y parvenir, c'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Parce que les États-Unis ont une stratégie de production, mais depuis les années 30, qui est l'alpha et l'oméga de la démarche cinématographique. C'est-à-dire, c'est une logique de production. Le réalisateur n'est pas un auteur, c'est le filmmaker. Du moment que, en tant que producteur, j'achète les droits d'un sujet, d'une adaptation, prenons Les Misérables, si je veux, je peux faire de Cosette une diplômée de l'X, par exemple, et je peux faire de Jean Valjean et du méchant inspecteur Javert un couple d'homosexuels. Il n'y a rien d'homophobique dans ce que je dis, mais bon, si on a lu Les Misérables, on sait que comment il s'appelle, Javert et Jean Valjean n'ont pas de relation affective particulière dans le roman. Mais du moment que j'ai payé ça, je fais ce que je veux. J'ai le cut final, c'est moi qui ai le coup de ciseau final, c'est-à-dire c'est moi qui décide comment va se raconter et ce que va être une histoire. Alors que dans la tradition européenne, et ça grâce à Beaumarchais, eh bien, il y a le droit d'auteur qui existe. Bon, c'est-à-dire que c'est l'auteur qui garde la responsabilité du contrôle de son œuvre et qu'une œuvre ne peut pas être complètement, non pas forcément défigurée, peut-être ça peut être un film magnifique, mais alors il faut pas l'appeler Les Misérables, une histoire de relation affective, virile entre un ancien forçat et puis un inspecteur. C'est possible, alors qu'on n'appelle pas ça Les Misérables. Vous comprenez ce que je veux dire? Eh bien, de ce point de vue-là, c'est l'exception culturelle qui est importante, c'est-à-dire de dire que un film n'est pas une marchandise comme une autre. Ne serait-ce que parce que le cinéma, c'est pas une industrie de production en série, c'est une industrie de prototype. Idem pour les séries télévisuelles. Vous pouvez réduire le côté prototype en faisant des saisons, mais c'est quand même chaque fois des choses différentes qui sont fabriquées. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement important, évidemment, à voir. Et je pense que il y avait une pression américaine qui a repris par le biais de l'Union européenne. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que l'Union européenne, c'est bien quand c'est Erasmus, c'est moins bien quand c'est un instrument docile au service de la financiarisation du monde. En 2013, ils ont dit, dans les négociations sur la liberté de commerce, etc., il ne doit plus y avoir de mécanisme d'aide à la création cinématographique, il ne doit plus y avoir de mécanisme d'aide à la diffusion des œuvres cinématographiques ou à l'exploitation des œuvres cinématographiques. Plus aucun système, c'est la liberté du commerce. Et évidemment, dans cette liberté du commerce, en fait, il n'y a rien d'autre que l'introduction du renard dans un poulailler constitué de poules innocentes et pas forcément très lucides. Bien. Et donc, ces combats pour l'exception culturelle sont quelque chose de considérablement important et d'actualité. Et donc, il importe de renforcer les mécanismes d'aide à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, pan-européenne. En gros, il y a
comment s'appelle le fonds Eurimage, dont le siège est à Strasbourg, qui est un accord partiel du Conseil de l'Europe, qui est quelque chose de formidable. C'est pour ça que les cycles Étoiles du cinéma européen sont entièrement consacrés à des films, et exclusivement consacrés à des films soutenus par Eurimage. Et que je vous invite à venir les voir, il y a des choses magnifiques. Que ce soit Le Poirier Sauvage, que ce soit The Captain, l'usurpateur, que ce soit 11 minutes, que ce soit tous les autres films qui composent la programmation de 12 films à l'Odyssée, à l'affiche jusqu'au 6 novembre, donc vous avez encore le temps. Et je pense que il y a aussi le système de l'Union européenne qui n'aide pas aux coproductions, mais qui aide à la diffusion, l'aide au scénario de l'Union européenne. Ce système, ce mécanisme d'aide s'appelle Europe créative, qui est alors, j'ai pas le temps maintenant d'en parler, mais ce que je veux dire, c'est que Eurimage, c'est une aide aux coproductions. Donc, le calcul, il est simple. Il est de dire que si on veut qu'un film soit diffusé dans d'autres pays que le pays d'origine, eh bien, il faut faire des coproductions. Il faut des coproductions composées de 2 ou 3 coproducteurs, ce qui fait qu'on est sûr, en principe, que le film pourra être distribué dans au moins 2, sinon 3 pays, si c'est une coproduction tripartite, comme on dit. Bien. Et que, à partir de là, eh bien, il faut développer une création artistique, cinématographique de grande qualité. Mais évidemment, le principe de ces aides, et c'est pour ça que lutter pour l'exception culturelle est fondamental, il est très juste. Bon, on n'est pas là pour dire il faut changer la société, le capitalisme, on peut penser ce qu'on veut, et c'est pas forcément le fait de vanter le capitalisme qui est la panacée, mais une chose est sûre, c'est que au fond, tout le système économique dans le monde aujourd'hui, il fonctionne quand même sur la contribution des citoyens qui payent leurs impôts, qui payent. Bon. Alors à partir de là, quand on voit que le libre fonctionnement du marché engendre des déséquilibres et qu'il est question de culture et qu'il est question de création, ce qui est important, c'est que l'argent public, puisque c'est de l'argent public, les mécanismes d'aide, eh bien, il est important que cet argent public corrige les déséquilibres engendrés par le libre fonctionnement du marché, qui fonctionne toujours au profit des plus forts et au détriment des plus faibles, qui ne sont pas forcément les moins valeureux, les plus faibles économiquement parlant. Donc, c'est pas les moins valeureux sur le plan artistique et de la création. Et par exemple, The Square, qui est aussi dans la manifestation Étoiles, c'est un chef-d'œuvre que vous ne devriez pas manquer. Bon, si je puis me permettre de faire cette... Alors, ce mécanisme, il est important. Le problème, c'est que ce mécanisme d'aide fonctionne de la manière la plus optimale possible. Par exemple, il n'est pas normal qu'en Europe, il y ait moins de 1% à l'échelle de tous les pays de la Grande Europe, des 47 pays membres, du coût d'un film, du coût moyen d'un film, qui soit consacré à l'écriture scénaristique. C'est pas normal. Quand on voit que de l'autre côté de l'Atlantique, c'est 10%. Là, il faudrait penser, imaginer. Il faudrait aussi développer, il me semble, un volontarisme culturel. Par exemple, faire en sorte que les populations européennes, dès leur plus tendre âge, connaissent à la fois le patrimoine culturel de leur pays, en termes de cinéma, mais aussi le patrimoine culturel européen en termes de cinéma. Et permettez-moi de formuler ici un rêve et de dire que si nous avons les moyens de poursuivre notre activité à l'Odyssée, eh bien, il faudrait qu'on propose une programmation spécifique à l'attention de tous les spectateurs, enfants, enfin du milieu scolarisé, pour que, mettons, de la 6e jusqu'à la terminale, ils aient vu un film
important du patrimoine français, et un film, dont je dis un film, il faudrait dire 2 films français, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale, 7, ça fait donc 14 films, plus 14 films européens, que ce soit Visconti, que ce soit Bergman, que ce soit des Almodovar, ou voilà. Là, vous aurez, comme pour Erasmus, une population qui se dira, tiens, mais c'est intéressant de savoir comment on pleure et pourquoi on rit en Portugal, en Islande, en Suisse, en Pologne, au Royaume-Uni, en Italie. C'est évidemment des choses fondamentales. Et je crois que là, il y a à imaginer un volontarisme culturel. Et donc, je conclurai, et puis s'il y a des questions, j'essaierai de les répondre volontiers, en disant que c'est une belle expression, face au pessimisme de la lucidité, parce que le pessimisme de la lucidité, c'est tout le tableau des déséquilibres que j'ai essayé d'évoquer. Il faut opposer l'optimisme de la volonté. Merci. Donc si vous avez des questions, je serai très heureux d'essayer d'y répondre. Allô? Et il y a même un micro qui date de 1977, le microphone. Non, ah ben oui. Bon. Oui. Non, il y a le micro qui vient. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'aimerais revenir sur 2-3 points, notamment vous avez parlé de Netflix, mais il y a aussi la riposte française, parce que en ce moment, il y a un nouveau dispositif, Salto. C'est une association de chaînes comme France Télévisions, M6, qui s'associent pour créer une plateforme de streaming, comme Netflix. Donc ça, c'est un peu la répartie nationale. Mais aussi, sur le plan européen, j'ai entendu aussi parler de l'Alliance. Donc, il y a encore France Télévisions, mais cette fois, il y a aussi l'Allemagne, avec la ZDF et aussi l'Italie. Donc, finalement, ils ont peut-être aussi un rôle à jouer pour défendre, pour créer aussi de la coproduction dans la fiction. Et je pense aussi des points que j'aurais aimé peut-être entendre votre avis là-dessus. Merci pour cette question. C'est ce que disent tous les politiques aux journalistes. Mais comme je ne suis pas un politique et que vous n'êtes pas une journaliste, mais je vous remercie pour la question. Vous savez, je vais répondre de façon d'abord indirecte. À partir du moment où il y a la concurrence, ça signifie qu'il y a la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire que si Netflix développe il y aura toujours des gens qui diront, nous on veut, ça prouve qu'il y a quelque chose à grappiller et que nous on veut faire pareil. Les télévisions, c'est des systèmes de robinetterie, comme je le disais. C'est-à-dire que ces télévisions, elles veulent renforcer leur poids. Il y avait une discussion qui n'a jamais abouti en Europe par rapport aux télévisions. C'était la fameuse directive de télévision sans frontières. C'était une directive qui disait que, d'abord, et ça c'est en France et c'est exemplaire, on a mis des paliers, une hiérarchie si vous voulez. Un film sort en salle, ensuite il sort en DVD ou en vidéo DVD, ensuite il est montré sur des télés payantes et ensuite il est montré sur des chaînes généralistes. Bien. Quant aux chaînes généralistes, elles doivent consacrer une partie de leurs revenus pour participer au financement de production ou de coproduction cinématographique. Parce que pourquoi est-ce que les chaînes de télévision, sauf peut-être quelques-unes comme le Channel 4 au Royaume-Uni, ou Arte en France et en Allemagne, les télévisions ont pour objectif de vendre du public aux publicitaires, des spectateurs ou téléspectateurs aux publicitaires. Et pour cela, ils connaissent, ils savent quels sont les trucs, c'est des variétés ou télé-réalités. Alors qui est-ce qui va d'abord tromper sa femme ou son... C'est le genre d'émission pas très reluisante que l'on voit, ou du sport. Et en général, c'est pas les concours internationaux d'haltérophilie, mais on sait que c'est le foot ou c'est
des Jeux Olympiques ou d'hiver ou d'été, ou des films, ou des séries télévisées. Et alors, la directive de Télévision sans frontières disait que, par exemple, en Europe, eh bien, il fallait qu'ils diffusent 40% de leur... ils dépensent, 40% de leur argent lié à la création au financement de coproductions nationales et européennes. Alors, les télévisions, pour contourner ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit c'est une espèce de fiction, présentation de la météo, par exemple. Alors, au lieu d'avoir un monsieur qui vient, et puis donc un monsieur et une dame qui viennent. Alors, Gilberte, comment se présente le temps? Ah, Raymond, excellente question, je vous remercie d'avoir posé. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a un truc, etc. Et après, on dit, voilà, demain, il va faire 24 degrés, ou il y a du soleil couvert, il pleut, etc. Et ils ont été obligés de mettre 40% dans la rédaction finale de cette directive, qui est maintenant un peu aux oubliettes. C'est-à-dire, c'est mis quelque part dans un tiroir, mais c'est plus... 40% dans la mesure du possible. Donc, à partir du moment où on dit dans la mesure du possible, donc ça veut dire que ça sera pratiquement jamais dans la mesure du possible, et de loin pas dans la mesure du possible. Ça veut dire que les télévisions, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, elles ont un objectif, c'est de capter des téléspectateurs pour un certain nombre de raisons. Moi, je crois que les télévisions doivent avoir un cahier des charges. Alors, même si elles font aujourd'hui, parce que plus il y a des gens qui regarderont Netflix, les télévisions, moins on les regardera. Donc c'est normal que les télévisions présentent le programme que vous avez évoqué avant, ou le programme Alliance, ou d'autres choses. Mais c'est pas forcément dans un but culturel qu'ils le font, c'est pour sauver leur peau. Parce que nous sommes dans un système de concurrence, c'est-à-dire de guerre de tous contre tous. Ça, c'est la réalité des choses. Alors qu'il faudrait faire cette révolution copernicienne, qui est de dire, notamment les télévisions publiques, qui est de dire, eh bien, mon objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent. C'est d'utiliser, c'est de ne pas perdre de l'argent, c'est notre démarche économique à l'Odyssée. Donc, c'est une source de fragilité. Mais donc, ça signifie qu'il y a besoin de subventions, de financement public de cela. C'est d'avoir des objectifs culturels. Quels sont les objectifs culturels des télévisions publiques en Europe aujourd'hui, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou ailleurs? Eh ben, ils font un peu comme les télévisions privées, en étant un peu moins sauvages que les télévisions privées. Mais moi, je crois que l'objectif, c'est pas qu'il y ait moins d'injustice, c'est qu'il n'y ait plus, ou si possible, presque pas d'injustice. Vous comprenez la nuance. Donc, vous m'excuserez de ne pas être trop... je pense qu'il y a une carte à jouer et qu'il faut essayer de la jouer. Mais être vigilant, parce qu'il y a des enjeux, il y a des calculs qui sont parfois non dits, mais qui sont bien réels. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais voilà, enfin, ce que je pense. Un point de vue intéressant. Et j'ai juste une dernière question, parce que on voit concrètement que dans les salles de cinéma, c'est quand même le jeune public qui est assez intéressant à faire venir. Donc il y a pas mal de dispositifs, et vous parliez justement de l'exploitation. Et là, on remarque qu'il y a de plus en plus de salles qui s'adaptent, par exemple, aux jeunes parents avec des petits en bas âge, ou encore des salles qui sont équipées pour les plus jeunes, aussi bien acoustiques qu'aussi peut-être visuelles. Et est-ce que vous pensez peut-être développer quelque chose comme ça à l'Odyssée ? Je pense que toutes les salles, elles ont raison d'essayer de développer des initiatives. Maintenant, vous savez, c'est pas parce que si je me mets une perruque sur la tête, je ne deviendrai pas Raquel Welch ou d'autres actrices particulièrement célèbres pour leurs cheveux qui fait rêver. Bon, je crois qu'il faut adapter. Moi, je suis personnellement pas persuadé que c'est des garderies avec des petits trucs après de goûter, mais ça, on les fait aussi quand on nous le demande, qui sont la solution. Mais nous avons, nous, une programmation régulière qui est pour le public enfant, ça s'appelle Cinoche des Gosses, qui a lieu dans les deux salles, et puis en plus dans les périodes de vacances comme aujourd'hui, tous les matins, à 10h30 ou 11h, ça dépend de la durée du film, et à 14h ou 14h10. Bon. Et notamment, il y a les Trois Mousquetaires, et puis Blue, que je vous invite à voir, c'est pour
Nous faisons un travail intergénérationnel, parce que même vous pouvez emmener vos petits-enfants ou vos petits frères et sœurs, enfin donc c'est intergénérationnel. Et que c'est vrai, une chose, ce qui est vrai dans ce que vous dites, très vrai dans ce que vous dites, et vous avez parfaitement raison d'avoir pointé ça, c'est que une salle de cinéma doit s'efforcer d'innover en permanence. Et d'ailleurs, c'est notre slogan. La seule chose qui ne change pas à l'Odyssée, c'est l'innovation permanente. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous. D'autres questions? Allô? Donc en tout cas, venez voir des films européens et non européens à l'Odyssée, parce que ce qui est important, c'est la diversité culturelle. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre patience et j'espère ne pas avoir trop abusé de votre temps. Et je remercie bien sûr la BNU et tout particulièrement Emmanuel Marine, avec qui on a une formidable collaboration pour la BNU fait son cinéma. Alors, tu te souviens, Emmanuel, le prochain rendez-vous? Ce vendredi. Ah, c'est ce vendredi avec Casque d'or. Casque d'or, je parlais de cheveux, voilà. Ça c'est Simone Signoret, Casque d'or, quel très beau film. Quoi, on peut faire de très bons films autour de très beaux cheveux. Voilà. Mais Yul Brynner montrait qu'on pouvait aussi faire de bons films sans cheveux. Voilà, merci beaucoup.